Voilà, chers amis de la culture, amoureux du savoir, génie de la plume, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouverons dans Espace Biblio. Espace Biblio, c'est la rencontre de l'écrivain, auteur, et c'est aussi l'espace consacré aux éditeurs, aux archivistes, aux bibliothécaires, aux documentalistes. Alors, aujourd'hui, nous allons tirer dans les rayons de la bibliothèque de l'Institut national des arts, dans son nouveau campus, un ouvrage qui va nous situer dans les temps et dans l'espace, surtout en ces moments particuliers de l'histoire de notre pays. Jules regarde Dieu puis trouver le livre. Le livre s'intitule Du feu et du sang au Congo, du docteur Mayengo Médard François. Et voilà, comme nous le disions, cet ouvrage du feu et du sang du docteur François Médard Mayengo est donc édité au Cameroun et édition Cyprès. Alors, cet ouvrage a été préfacé par le professeur Kamana de Heureuse Mémoire. Nous n'en parlons pas aujourd'hui, mais nous en parlerons, puisque parler de Kamana, c'est tout à fait autre chose. Docteur, c'est encore une fois que vous revenez dans Espace Biblio, votre ouvrage Du feu et du sang au Congo. Est-ce qu'on peut établir un parallélisme avec les réalités de notre pays sur le plan, dans les contextes actuels bien entendu, sur le plan historique, politique, pourquoi pas humanitaire? Est-ce qu'il y a-t-il un lien direct? Est-ce que votre ouvrage touche encore le cœur de la République démocratique du Congo au moment où il est en train de vivre les moments les plus tragiques de son histoire? Oui, bien sûr, cet ouvrage est adapté aux réalités historiques du moment parce que je me suis inspiré des réalités de guerre qui est à l'est du pays. Et j'ai été très ému de voir des images qui m'ont été présentées. Et l'émotion du poète a produit le livre que vous voyez. Donc le livre est adapté. Le feu et le sang symbolisent les atrocités de la guerre qu'il y a eu à l'est du Congo. Alors, pourquoi j'écris? C'est pour sensibiliser le peuple, qu'il sache ce qui se passe dans son pays. Pour qui je l'écris? J'écris ça pour le peuple et pour tous les témoins, tous ceux qui assistent à ces atrocités, qu'ils en prennent connaissance, pour que nul n'ignore qu'un malheur nous est arrivé. Pourquoi faire? En fait, pour tirer des leçons de l'histoire, parce qu'on doit chercher à savoir pourquoi cette guerre nous a été imposée. Nous devons, au courant de cette émission, étudier ensemble quelles sont les raisons qui ont provoqué cette guerre. Mais c'est adapté à la situation actuelle de notre peuple. Docteur, du feu et du sang au Congo. Si nous essayons d'y rester par rapport au traçage, je peux dire, arbitraire des limites de notre pays, et avec les stratégies actuelles, parce que n'oubliez pas que notre pays a tiré la sonnette d'alarme. Le Congolais a pleuré avec son cœur. Le Congolais a crié à qui voulait l'entendre. Il y a eu des indifférences, il y a eu même des sourdes oreilles. Et finalement, les efforts que nous pouvons dire une diplomatie agissante, en tout cas véhiculée par, il faut le dire tout haut, par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
le président actuel de la République démocratique du Congo, avec un élan patriotique, et finalement amène les puissances à pouvoir maintenant faire attention à ce qui touche Congo dans son amour propre. J'aimerais vous entendre vous exprimer là-bas, parce que vous pouvez en même temps révisiter, parce que vous avez écrit plusieurs autres ouvrages. Et nous aurons peut-être le temps d'écouter un autre son de cloche, mais si vous pouvez évoquer, tant mieux. Mais là, j'ai voulu quand même que vous puissiez aussi parler avec votre cœur, parce qu'en acceptant notre invitation, ça prouve suffisamment que, en tout cas, la mère patrie est en train de souffrir. Oui, il faut connaître les causes. Quelles sont les causes de cette guerre? Si vous réfléchissez très bien, vous comprendrez que le malheur nous arrive à cause de nos richesses minières qui sont à l'est du pays. Et les pays qui sont intéressés par ces richesses minières, ce sont la plupart des pays de l'Occident, des grandes puissances, comme nous les appelons actuellement. Et ils utilisent le Rwanda comme intermédiaire pour qu'il fasse la sale besogne, comme on dit, faire des tueries dans ce pays pour permettre aux pilleurs de venir calmement piller les richesses de ce pays. Et c'est pourquoi il faut citer tous les auteurs, pas seulement les Rwandais, mais tous ceux qui soutiennent les Rwandais, précisément les puissances étrangères, occidentales, les multinationales, qui ont intérêt à acquérir les coltans qui entrent dans la fabrication de téléphones, de télévisions, de batteries, et aussi d'autres minéraux qui y a en abondance au Congo. Donc, ces minéraux sont convoités par les puissances étrangères qui utilisent le Rwanda, ne l'oublions pas. Et les frontières dont vous parlez, en fait, en 1885, à la conférence de Berlin, on n'a pas demandé l'avis des Africains pour couper en morceaux les territoires de l'Afrique, mais les Occidentaux ont découpé l'Afrique pour leurs intérêts à eux. Et c'est ainsi que vous retrouvez les gens qui ont de la famille au Congo, qui ont aussi une autre famille au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, en Angola. Les gens qui sont à la frontière ont de la famille de deux côtés. Et nos frères du Rwanda n'ont pas tenu compte de notre fraternité, que nous sommes tous des Africains. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils voient que leurs intérêts, comme ils sont à la solde des puissances étrangères, eh bien, ils se sont livrés à la seule besogne. Pour comprendre le silence de la communauté internationale, il faut savoir que ceux qui animent cette communauté internationale, la plupart, ce sont des gens qui ont des intérêts au Congo. C'est ainsi qu'ils se taisent. Si vous comparez au malheur de l'Ukraine, au malheur du peuple palestinien, vous comprenez que chez nous, ceux qui viennent intervenir, ce sont des gens qui convoitent nos richesses naturelles. Ils n'ont pas intérêt à dénoncer leurs suppôts, leurs intermédiaires qu'ils utilisent. C'est pourquoi ils se taisent. Mais nous devons prendre conscience des malheurs qui s'abattent sur nous parce que nos richesses sont convoitées par les puissances étrangères. Voilà donc. Dans votre discours tout à l'heure, vous avez parlé des Rwandais en disant que frères africains qui malheureusement ne comprennent pas, ne considèrent pas cette fraternité par ces pillages. Mais que direz-vous des M23? Mais le M23 a été instrumenté par les Rwandais et par certains fils de ces pays qui ont trahi la patrie. C'est ainsi qu'ils reçoivent des armes du Rwanda venant de l'Occident et ils tuent nos propres frères. À Goma, on a compté par milliers de victimes. À Bukavu aussi, on a déploré la vie des gens qui ont été tués là-bas. Donc les gens de M23, ce sont des gens utilisés par les Rwandais et par certains fils de ces pays qui ont trahi la patrie. Voilà ce que je pense de M23.
Bien, vous l'avez dit par rapport à ce soutien des Rwandais au M23 et comment il y a eu finalement ces résurgences en 2021. Mais le président Félix Tshisekedi, en tout cas, a oscillé entre alliance et confrontation avec les Rwandais. Comment analysez-vous sa stratégie politique et militaire face à cette crise? Ça, c'est une très bonne question. Vous devez savoir que quand vous n'avez pas une forte armée, vous êtes à la merci de l'agresseur. Si vous ne pouvez pas l'affronter de face, vous chercherez à négocier. Mais en fait, si nous avions une très forte armée, supérieure à l'armée du Rwanda, parce qu'en fait, la supériorité de l'armée du Rwanda vient de l'extérieur, parce que le Rwanda reçoit des armements sophistiqués que nous n'avons pas. Ce n'est pas que les soldats rwandais sont plus forts que nos soldats, ils ont été mieux équipés que nous. C'est ça la vérité. Et compte tenu de cette supériorité technologique de l'armée rwandaise, qui est appuyée par les puissances étrangères, eh bien, le président a réagi en diplomate en disant, en affrontant de face cette armée suréquipée, il n'aura pas de bons résultats. C'est ainsi qu'il veut négocier. Mais cette négociation n'exclut pas que nous puissions bâtir dans l'avenir une forte armée pour nous permettre de défendre notre territoire. Donc voilà la situation dans laquelle s'est trouvé le président de la République. Les groupes armés FDLR, Codeco, ADEF et les milices loyalistes congolais sont omniprésents. Comment expliquer ou comment ces acteurs fragmentent-ils la résolution des conflits? Mais tous ces groupes armés ne veulent pas qu'il y ait une résolution pacifique de ce conflit parce qu'ils tiennent à ce qu'il y ait la guerre pour continuer à piller. Ce sont des forces armées qui sont exploitées par des puissances étrangères qui tirent les ficelles, qui les utilisent pour semer la terreur afin de calmement piller les richesses naturelles du Congo. Ces gens-là agissent parce qu'ils sont utilisés par des puissances étrangères. Leurs armements viennent de ces puissances étrangères. Voilà la vérité. Et tous ces groupes armés n'ont pas intérêt à ce qu'on puisse conclure la paix parce qu'ils n'auront plus l'occasion de piller les richesses naturelles de ces pays. Voilà ce que je pense de ces groupes armés. Oui, docteur, dimension humanitaire, ou je peux dire dimension humanitaire et oubli international. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre titre évoque en tout cas le feu et le sang. Quel est l'impact humain de cette guerre sur les civils, notamment les femmes et les enfants, souvent décrits comme armes de guerre? Eh bien, ce malheur qui s'abat sur notre pays a les premières victimes qu'on appelle les enfants et les femmes et les civils qui n'ont pas d'armes. Parce que c'est eux qui meurent le plus, qui sont atteints par des balles, qui sont atteints par des bombes. Et c'est eux qui souffrent le plus. Quand on compte le nombre de morts au pays, c'est plus de civils, des femmes et des enfants qui sont sans défense. C'est eux qui meurent le plus. Les premières victimes, c'est eux. Donc l'impact, c'est vraiment un désastre qui s'abat sur notre pays. En dehors des victimes, de ceux qui meurent, il y a aussi les déplacés de guerre. Des gens qui sont arrachés de leur milieu dans lequel ils vivent pour se constituer en réfugiés là où on doit les placer comme réfugiés dans leur propre pays. C'est un autre malheur sur notre population. Les déplacés de guerre, ce sont des gens qui sont victimes de toutes ces guerres. Pas seulement ceux qui meurent, même les déplacés de guerre. Il faut les compter parmi les victimes de ces malheurs qui s'abattent sur notre peuple. Des figures comme Denis Mukwege dénoncent un génocide silencieux. Alors, comment qualifierez-vous les crimes commis en RDC et pourquoi pas la justice internationale qui semble être impuissante? Mukwege a raison de qualifier ça de génocide silencieux. Génocide parce qu'il y a mort d'hommes, une mort massive des Congolais.
Silencieux parce que la communauté internationale s'était à ce sujet-là. Cette communauté a intérêt à voir perdurer la guerre pour que les grandes puissances multinationales continuent à piller les richesses naturelles du pays. Il faut que le peuple réagisse, il faut que notre gouvernement réagisse, qu'il demande un procès pour juger les coupables par la Cour pénale internationale. Nous ne devons pas rester silencieux, nous, peuple congolais, qui vivons ces malheurs, nous devons réclamer une justice pour que le coupable soit puni. Alors, parlons un peu. Les discours sur les conflits, aussi entre la guerre ethnique, ingérence rwandaise et échec de l'État congolais. Comment déconstruire ces récits, au fait simplistes, pour saisir la complexité de la crise? Mais les Congolais ne font pas une guerre ethnique. Nous défendons notre patrie. Nous ne défendons pas une tribu donnée. Nous défendons notre patrie qui est agressée de l'extérieur par notre voisin qui est le Rwanda. Les Rwandais ont eu un problème ethnique entre eux. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Les guerres qu'il y a eu, les génocides qu'il y a eu entre les Tutsis et les Hutus, ce ne sont pas des Congolais qui ont provoqué ça. Si vous remontez à l'histoire, ce sont des Belges qui les ont opposés pour mieux, qui les ont divisés pour mieux régner. Et les Belges ont réussi leur coup parce qu'ils sont parvenus à créer des conflits entre les deux tribus et les deux ethnies. Quand, lors du massacre de 96, 97, 98, les Rwandais Hutus ont fui au Congo, les Tutsis les ont poursuivis ici. Ils ont exporté ces conflits du Rwanda au Congo en poursuivant les Hutus qu'ils voulaient massacrer parce qu'ils accusent les Hutus de génocide. Mais il reste à voir aussi si Kagame lui-même n'a pas été parmi les gens qui ont tiré sur l'avion d'Abermana. Ça, c'est une question qu'il faut trancher avec le temps par une autre émission. On pourra parler de ça. Mais notons que les Tutsis ont poursuivi les Hutus ici au Congo en vue de se venger contre le massacre que les Hutus ont opéré au Rwanda. Voilà comment le conflit du Rwanda est venu ici. Ça, c'est la première marche. La deuxième marche, le Rwanda sera utilisé pour piller les richesses naturelles de ce pays et la guerre sera un prétexte pour le faire. Voilà. Autre chose, puisqu'on ne peut pas s'en passer, les réseaux sociaux amplifient les rumeurs et les discours de haine. En tout cas, les discours de haine anti-Tutsi, anti-Rwandais, ça c'est le dit. Alors, quel rôle joue cette guerre des mots dans l'enlisement du conflit? Les réseaux sociaux amplifient cette catastrophe en faisant des commentaires de tout genre. Si les réseaux sociaux sont tenus par les Congolais, ils vont dénoncer des massacres qui se perpétuent dans leur pays, que perpétuent les Rwandais et leurs associés dans notre pays. Mais si les réseaux sociaux sont animés par les Rwandais, ils vont trouver d'autres prétextes en disant que nous hébergeons des Hutus qui ont l'intention de massacrer les Tutsis qui veulent rentrer encore au Rwanda. Mais nous n'avons aucun intérêt à héberger des massacreurs. Nous défendons parce que nous sommes agressés. Les réseaux sociaux, pour lire les messages, il faut savoir qui sont les gens qui manipulent les réseaux sociaux. Si ce sont des Congolais, ils vont parler des massacres qui sont causés dans leur pays. Si ce sont des Rwandais, ils tenteront de justifier l'agression qu'ils perpétuent dans notre pays. Donc, il faut faire la part des choses, comme on dit, pour quel intérêt ces réseaux sociaux travaillent. Voilà donc. Bon, voilà, docteur, on va essayer. On est habitué avec vous parfois à chuter brutalement. Ouais. Mais je crois que vous avez dit pas mal de choses au cours de cette émission. Mais on ne peut pas quand même terminer cette discussion sans toutefois vous poser un peu la question sur les accords de paix régionaux, Nairobi, Luanda, qui échouent systématiquement. Et puis, quelles leçons tirer des échecs, en tout cas passés, pour imaginer une sortie de crise durable. Et là, je voudrais ajouter l'implication des sociétés militaires privées, hein, comme la société roumaine mentionnée, ainsi de suite, tout ça que vous connaissez, États-Unis, Union européenne. Et je termine en vous posant la question de savoir, en tant qu'écrivain, quel message espérez-vous transmettre à travers ces livres pour briser
l'Omerta international autour de la RD Congo. Il faut d'abord parler de ces accords dont vous parlez. Ces accords ont toujours échoué. Et pourquoi? Mais c'est parce que les participants à ces accords ne sont pas sincères. Quand les Rwandais, qui ont leur agenda de piller ce pays, viennent à ces accords, ils ne seront pas sincères parce qu'ils ne souhaitent pas la paix. Eux, ils souhaitent la guerre. Mais quand ils viennent dans ces accords, ils ne sont pas sincères parce que leur agenda caché est autre chose. Alors que les Congolais, quand ils vont dans ces accords, ils veulent que la paix revienne au pays, mais leurs interlocuteurs ne sont pas sincères. Pour eux, la guerre doit continuer. Même si dans les accords, ils disent que la guerre doit finir, eh bien, on remarque que la guerre les guerres reprennent parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils dévoilent leurs vraies intentions plus tard quand ils rentrent après ces accords. Ils agressent de nouveau le Congo, ce qui montre qu'ils n'ont pas été sincères. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rappeler au peuple congolais qui doit se prendre en charge. Il faut bâtir une forte armée pour que notre armée puisse défendre notre territoire. Parce que quand vous avez une forte armée, ceux qui doivent vous agresser vont avoir peur de vous agresser parce que la riposte peut être catastrophique. Alors, les leçons à tirer, nous devons fortifier notre armée. Et puis, il faut animer moralement le peuple pour susciter le patriotisme au sein de la population, pour que les jeunes gens s'enrôlent le plus possible dans l'armée et pour que notre gouvernement puisse avoir des équipements militaires qui conviennent pour faire une forte armée, pour que nous puissions défendre le pays le mieux possible à l'avenir. Voilà, docteur, avant que vous disiez en 30 secondes votre dernier mot, voyons un peu de l'autre côté comment votre complice, le poète écrivain Olivier Sangui, apporte sa contribution et en même temps, il va sûrement ponctuer cela avec la déclamation de son poème. Et pour finir, le prince Mandra Kabea, en tout cas le patriote congolais qui est ancré dans l'éveil patriotique, va ponctuer la fin de cette émission. Suivons d'abord ces deux-là. C'est avec un bonheur inouï que j'ai accepté l'invitation de notre leader Jules Molasso qui a découvert notre complicité poétique et littéraire avec le docteur Mayengo Kulonda Nsi, l'auteur dont on parle aujourd'hui. De fait, avec lui, nous avions participé dans un livre en commun que les jeunes écrivains d'Iki vont publier aux éditions Mediapol en 2014, qui s'intitule « Les larmes ensanglantées au Kivu ». Tenez, je vais vous lire l'extrait de mon texte de préface pour que vous compreniez cette complicité. En effet, dans le texte de préface, je disais ceci, que Josué Mufula, qui a tenu à associer deux autres écrivains de l'Ouest, à savoir l'auteur du Feu et du sang au Congo, François Médard Mayengo Kulonda, et l'auteur d'aujourd'hui, le prochain Rwanda, Olivier Sangui Lutondo, mérite ici la reconnaissance nationale, puisqu'il a bien compris que l'unité sacrée du Congo est un feu que tous les Congolaises et Congolais doivent inlassablement attiser. Empêcher à tout prix la balkanisation de notre mère patrie est un combat que nous devons tous, sans exception aucune, entreprendre avec une vigilance bien aiguisée et une sérénité bien sage. Alors dans ce livre, justement, le docteur Mayengo avait écrit un poème qui s'intitule « Goma » et je lis « Des voix laquées cueillies par rien, cueillies pour rien, par des feux, dans les rues de Goma, que l'écho s'élève de la terre rouge du Kivu pour mourir dans les eaux placides du lac Kivu. » Et il conclut, « Des rives du lac aux montagnes à garde du pays des volcans, la marche d'un peuple entier parti jadis du Nil s'étend et s'entend toujours, sans jamais finir, aux cendres de Goma. » Et mon poème « Goma, mon amour », il y a un petit extrait qui dit ceci. « Oh Goma, belle femme de ma jeunesse immortelle, le divorce est un crime pour un vrai cœur noble. Et toi, tu répondras du fond du lac de tes larmes. L'unité du Congo, mon amour,
l'unité du cœur de l'Afrique au Mont-Mari et les précieux dons légués par nos aïeux, nous devons les léguer à notre tour, tout brillant et plein de vie à notre postérité. Jamais nous ne les braderons, ni ne l'aliénerons. Nous restons unis au mari de ma beauté immortelle, pour les meilleurs et pour les pires. Donc vous voyez, le docteur Mayengo, l'auteur du feu et du sang au Congo, a toujours été celui qui dit plus jamais la guerre à l'est de notre pays, plus jamais la guerre en Afrique et partout dans le monde. Comme qui dirait, le poète en des jours impies vient préparer des jours meilleurs. Toi que les dieux ont élu pour que ruissellent des champs nos sources et vibrent de nos forêts pour qu'arides ou herbeuses, nos montagnes soient montagnes, faire nos souffles, fidélité nos cœurs, hommes nos hommes, plus jamais la guerre. Et les cris que les écrivains du Congo, à travers Mayengo Kulondansi, livrent à toute l'humanité pour dire plus jamais la guerre à l'est de notre pays. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. El Shaddai, autocréateur, créateur, procréateur et récréateur de tout l'univers. Ben Shaddai. Et voici SOS, RDC, du feu et du sang. Changa, vibe la chaîne avec Mandra Isha. Shalom et shalom. Shalom c'est le Changa. Shalom et shalom. Shalom c'est la paix. Shalom et shalom. Shalom c'est la joie. Shalom et shalom. L'éternité. Bienvenue à l'éveil des consciences. À Kinshasa. Car les fous spirituels qui tirent. Bandeko ba bolingo. El Shaddai wa bolingo. Apesi na biso mayele. Totonga boka na biso yo. El Shaddai et ses enfants cultivés, l'éveil des consciences, le paradis est au bercail, à Kinshasa. Pampangi ya luzolo, Shaddai wa luzolo, yangi pesa beto, mayele, samuna kotonga wala na beto. El Shaddai et ses enfants cultivés, l'éveil des consciences, le paradis au bercail, à Kinshasa. Bana betu mubasue, bamamu, balunda ne banana. Shaddai wajinanye, ekutupesha lungeni, twibaka ditunga dietu, nilungeni lipe. El Shaddai et ses enfants cultivent l'éveil de conscience, le paradis au bercail, à Kinshasa asa. Wandugu wapenzi, popote mulipo, El Shaddai wa mapendo watupatia akili, tujenge nchi pamoja, ni mafaili yetu leo. El Shaddai et ses enfants cultivent l'éveil des consciences, le paradis au bercail, à Kinshasa asa. Lekela mutoye, Mutoyi kabi, lekela mutoye, silence we, silence absolument. Mosa, Mosa, Mosala, Mosala, Mosa, Mosala. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, soyez les bienvenus au Parabon Tralola, le Parabon retrouvé, devenu l'enfer avec du feu et du sang. Le Parabon au bercail est une histoire de Kolo Kolo Kala Kala, du temps de l'époque de Ashabantu, l'unique créateur de l'univers. Au commencement du commencement de toutes choses, Ashabantu, l'unique, avait créé son royaume, le paradis au bercail, où les hommes, les anges, la nature tout entière vivait dans une extase extraordinaire, chantant, dansant, adorant l'unique autocréateur, créateur, procréateur de toutes choses, Ashabantu, l'incontournable. Ici,
Kula kaja kula otome kuli mwene shakatanga ndala kalitanga litangile mwene nyakaka ni ya meme alangana tele kula kaja mukuno hamoyo na kwa tahash boyo wenu. Autrement dit, infiniment grand merci à Dieu, infiniment grand merci aux ancêtres de l'Afrique profonde, infiniment grand merci à vous, millions de téléspectateurs, pour vous saluer en vous honorant. Je touche le sol en vous disant, ayez la paix. Voici mon poème. Aujourd'hui, où l'hymne à l'arrêt de la guerre, la dédicace dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Aujourd'hui, et si demain, moi la guerre, moi la puissance atroce, moi les violeurs impitoyables de vie et de conscience, moi l'animal calculateur, moi l'animal électroatomique, moi le grognement personnifié des fauves, moi la bestialité de la mort, entrez chez vous sans frapper ni crier gare. Et si demain, moi qui ne suis ni amour ni pardon, moi qui ne suis ni faible ni humble, violez votre belle fillette sans peine, sans peur. Et si demain, moi la guerre, vous offrez un breuvage odieux, comme breuvage d'adieu, le lait de votre fille mélangé au sang de votre femme, vous maudiriez la rentabilité financière, vous maudiriez l'efficacité technique, vous mordriez ces monstres charmeurs, vous mordriez ces charlatans machiavéliques. Heureusement, nous sommes aujourd'hui, puisque nous sommes aujourd'hui, tendez votre main aux victimes, tendez votre humanité aux humains angoissés, tendez votre science aux génies agonisants, puisque nous sommes encore aujourd'hui empêchés, sans regarder les erreurs du passé, sans évaluer les injustices, sans compter les trahisons, empêchés avec toutes les veines de votre volonté, avec toute la patience de votre humanité, empêchés, mais alors, sans malice, sans ruse, sans fausseté, sans duplicité, empêchez donc la guerre aujourd'hui. Ici et là, partout dans le monde, empêchez la guerre aujourd'hui. Et pour conclure, je vous dis simplement un simple mot d'amour. Trop de haine et de guerre dans nos cœurs, trop de haine et de guerre dans le cœur de notre humanité, trop de haine et de guerre dans l'est de notre pays. Voilà pourquoi je vous offre gratuitement mon simple mot d'amour. Oh toi, mon simple mot d'amour, tu surgis à moi comme un rayon d'espoir, consolant à jamais ces cœurs brisés. Un simple mot d'amour pour que brillent de joie les larmes de ces beaux yeux brimés. Un simple mot d'amour pour que jaillisse à nouveau la source d'eau à l'air de vie. Oui, mon simple mot d'amour, vis et entends-moi ce merveilleux hymne à la paix que je dédie à l'humanité brûlée. Un simple mot d'amour. Merci. Prix Nobel de son échec, Olivier Sangui, le poète de tous les temps, écrivain, en tout cas incontestable, pour avoir apporté votre contribution, puisque vous avez parlé avec, vous avez écrit, je voulais dire, avec le docteur Mayengo, et vous avez publié ça et là, et en tout cas, comme on dit, le prix Nobel, pas toujours de... Bon, mais le prix Nobel de votre échec, parce que vous avez remporté pas mal de prix, on en parlera à une autre occasion, mais Mandra Kabea, en tout cas, le prince Mandra, merci également pour votre prestation. Docteur, vous avez suivi les deux. En tout cas, un commentaire et on va terminer. Oui, j'ai beaucoup aimé le patriotisme de ces deux intervenants. Ce sont de vrais artistes qui aiment leur pays et qui veulent insuffler un patriotisme à notre peuple. Et mon mot de la fin, c'est qu'il faut réanimer le patriotisme au sein de nos masses populaires, qu'ils défendent la patrie, qu'ils puissent avoir un sentiment national très élevé pour défendre la patrie face aux agressions venant de l'extérieur. Il faut réanimer le patriotisme au sein de la population congolaise. En tout cas, merci docteur d'être venu. Et moi, c'était tout un plaisir avec l'équipe qui nous a accompagnés ici au sein du nouveau campus de l'INA, plus particulièrement la bibliothèque. Il s'agit bel et bien de Jean-Guy Kizuela, que nous appelons Papa Ntseka, en tout cas qui a conduit avec, disons, des mains de maître, en fait, hein, toute l'équipe, Bobo Zigal Katula, mon assistant, producteur, animateur,
et Fidèle Mambweni, en tout cas, ils ont été là. Et je crois que c'est avec la même équipe que nous continuerons notre périple, pas seulement à Kinshasa, mais dans des provinces, pourquoi pas à l'étranger. Les écrivains congolais sont partout et ça sera toujours avec la bénédiction, non seulement de la direction des programmes, surtout de Madame le directeur général Sylvie Elengue Nyembo. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À la prochaine.